Chers étudiants, bonjour ou alors bonsoir, tout dépend l'heure qu'il est chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Ramadan Karim à tout le monde. Donc nous voici pour notre chapitre numéro 9, donc chapitre 9, qui va parler de la gestion de la portée du projet. Alors, comme d'habitude, chers étudiants, nous allons entamer cette séance avec nos objectifs de ce cours. Donc, intitulé Gestion de la portée du projet. Ce que l'on va euh, étudier, essayer de comprendre durant cette séance, c'est d'abord on va voir la gestion de l'étendue du projet. On va définir la gestion du champ d'application. On va essayer tenter de comprendre pourquoi la gestion du champ d'application est si importante, quels sont les éléments de la gestion du champ d'application, le développement du concept, définition détaillée. On va voir ce que les initiales OTP veulent dire dans une gestion de projet. Et on va parler donc du contrôle des changements. Donc, toujours la même approche. J'essaie de simplifier, de donner le maximum, pardon, j'essaie de donner les informations les plus pertinentes et les plus donc, importantes. Donc, c'est à travers cette approche-là qui est synthétique et pédagogique que l'on va entamer notre neuvième donc, chapitre ensemble, à savoir la gestion de l'étendue ou alors de la portée. Donc, aussi important, les termes, donc les termes clés de ce chapitre. Donc, lorsque vous voyez étendue ou alors portée, eh bien, sachez que ça veut dire exactement la même chose. Donc, étendue, portée, c'est la même chose. Alors, un petit exercice un peu ludique. Donc, votre projet a-t-il demandé ça? Vous savez que parfois, lorsqu'on débute un projet, eh bien, on va mettre donc la barre un peu haut et on va demander à, par exemple, à donc développer ou alors manufacturer ou fabriquer une voiture comme celle-là. Par contre, la réalité est que on finit par construire une voiture comme celle-ci. C'est pas vraiment la même chose, n'est-ce pas? Pourquoi cela se produit-il? Alors, ce qu'on veut dire par là, pourquoi est-ce que parfois on s'attend, on met la barre très haut en termes de qualité, en termes de spécifications, de caractéristiques. Je parle bien sûr d'un projet, que ce soit donc un produit ou un service. Par contre, le résultat est beaucoup plus, on va dire, de moindre qualité, moins attrayant, moins. Voilà, donc on s'attend à quelque chose de vraiment grandiose et au final, on a quelque chose de beaucoup moins grandiose. Donc, quelle est la raison à cela? Eh bien, il faut définir et contrôler ce qui est et ce qui n'est pas inclus dans le projet. Donc, il faut être vraiment spécifique. La portée du projet permet de transformer l'idée du projet en un concept opérationnel. Donc là, chers étudiants, nous introduisions la notion de portée. Quels sont les éléments, quelles sont les tâches, qu'est-ce qui va être inclus exactement dans le projet. Donc, il faut être très très clair dès le début, à savoir qu'est-ce qu'on va inclure et surtout qu'est-ce qu'on ne va pas inclure dans le projet. Alors, une perspective de gestion du changement. Pourquoi devons-nous gérer le champ d'application? Les modifications de la portée d'un projet affectent toutes les autres fonctions de gestion du projet, c'est-à-dire qu'elles impactent tous les autres aspects ou alors fonctions de gestion du projet. Et ces modifications-là sont très importantes pour toutes les parties concernées. Ces modifications, on les appelle les modifications du champ d'application. Elles peuvent avoir une incidence sur ce qui va suivre, ou alors elles peuvent avoir des conséquences ou certains impacts sur quoi? Eh bien, sur le calendrier, plus ou moins de travail, selon l'impact de ces modifications, le coût, elles vont impacter le coût.
on va avoir besoin de plus ou alors de moins de ressources nécessaires, de plus ou alors moins de modifications des spécifications. La qualité, donc il va y avoir des changements qui peuvent être inacceptables pour le client en termes de qualité. Donc si on délivre un produit de moindre qualité, les ressources humaines, plus ou moins de personnel qu'on va utiliser, qu'on va déployer sur notre projet à différents moments. La gestion de la communication, avons-nous ou aurons-nous besoin d'un système simple ou alors sophistiqué? L'exposition au risque, donc le risque, il peut augmenter, il peut diminuer, comment on peut le gérer, etc. Donc toutes ces modifications du champ d'application peuvent avoir une incidence sur ces paramètres que l'on vient d'expliquer. Chose importante aussi, champ d'application égale aussi étendue. Les scopes. Alors, donc la gestion du champ d'application s'applique à toutes les phases du cycle de vie du projet. On les a ici. Donc, lancement du projet. Quelles sont les tâches qui sont liées à cette première étape? Eh bien, identification du champ d'application, constitution de l'équipe projet et définition du projet. Deuxième étape, planification du projet, la structure de répartition du travail, structure de répartition organisationnelle, planification. Étape 3, exécution et contrôle du projet. On a tous les réseaux. Donc, réseau, ça veut dire connexion, ça veut dire aussi personnel, partie prenante, etc. Donc, réseau, schéma, rapport. Rapport, encore une fois, c'est les relations on doit avoir justement ces relations professionnelles au sein d'un projet, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, avec les parties prenantes internes et externes, etc. Clôture du projet, dernière étape, remise des documents et la commission. On va voir maintenant le contenu de la gestion du champ d'application. Donc, la gestion du champ d'application a un certain contenu. Donc, lancement du projet, planification du champ d'application, développement du concept, définition du champ d'application, vérification du champ d'application, contrôle des modifications du champ d'application. Donc, lorsqu'on veut gérer l'étendue, le scope d'un projet ou alors son champ d'application et le rendre très clair, très cadré, avec des éléments bien précis, eh bien, nous allons donc voir tous ces éléments-là que je viens de citer. Alors, pour ce qui est du développement, pour développer le concept, donc on va voir ces deux aspects, les premiers paramètres qui sont le lancement du projet et la planification du champ d'application. Donc là, on est à une étape de développer le concept. Après, quand on arrive à l'étape de régler les détails, d'accord? Donc, apporter les détails qu'il faut, mettre plus, moins de ressources, moins de technologie, moins de moyens, moins de coûts, moins de temps, plus de temps, etc. Donc, tous ces détails-là vont inclure la définition du champ d'application ainsi que la vérification de ce même champ d'application. À la fin, comme on a expliqué, ou comme on a dit aussi, on a le contrôle des modifications du champ d'application. Alors, on va voir peut-être que à ce stade-là, ce n'est pas très clair pour vous, mais nous allons dans ce qui va suivre, nous allons essayer donc d'expliquer la signification de chacun de ces termes. Donc, on va essayer de les expliquer. Gestion de la portée, ou alors, comme j'ai dit, champ d'application, portée, étendue. Tous ces termes-là, ces termes clés, ces mots-clés, ont la même signification. Donc, initiation du projet, étape 1. Engager l'organisation, entamer la phase suivante du projet. Planification du champ d'application veut dire élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Autre étape, définition du champ d'application. Subdivisé, à ce stade, qu'est-ce qu'on fait pour définir le champ d'application? Eh bien, on subdivise les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits. C'est-à-dire qu'on a déjà
les principaux éléments, eh bien, on va encore les diviser, ou c'est ce qu'on dit, on appelle subdiviser. Diviser quelque chose qui a déjà été divisé. Donc, subdiviser les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Tout l'intérêt est là, de les gérer d'une manière plus efficace. Vérification du champ d'application. Ici, on va formaliser l'acceptation de la portée du projet. C'est-à-dire, on va la rendre officielle à travers donc, la validation et la signature donc, de cette étape afin de passer à l'étape suivante. Contrôle des modifications du champ d'application. Il s'agit de contrôler les modifications apportées à la portée du projet ou alors à l'étendue ou alors à la portée du projet. Alors, toujours concernant la gestion d'étendue du projet, l'initiation de la planification, pardon, l'initiation et la planification, à deux, donc on a et l'initiation et la planification, elle consiste à développer le concept du projet. Celle-ci comprend l'identification et la définition des objectifs et des buts du projet, tels que définis par le commanditaire ou le propriétaire du projet. On va passer à présent au lancement du projet. Donc, lancement du projet, différentes étapes aussi. On a planification du champ d'application. Donc, ça va vouloir dire l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui va servir de base aux décisions futures concernant le projet. Définition du champ d'application. Ça va concerner la subdivision des principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Vérification du champ d'application. Il va s'agir de formaliser l'acceptation de la portée du projet. Et enfin, contrôle des modifications du champ d'application qui va inclure donc le contrôle des modifications apportées à la portée du projet. À présent, nous allons passer à l'étape de lancement du projet. Lorsque le projet a été donc étudié, lorsqu'on a donc fait notre analyse, etc., eh bien, nous allons passer au lancement du projet qui est la première étape. Donc, l'une des parties les plus importantes du lancement d'un projet consiste à définir le projet. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il engendre? Qu'est-ce qu'il englobe, etc. Donc, il va falloir déterminer les exigences en matière de. Vous vous souvenez du fameux triangle d'or, donc les délais, les coûts, la qualité ainsi que les ressources. Il va falloir aussi déterminer la portée du projet, ce qui va en faire partie et ce qui n'en fait pas partie. Cette étape, cette première étape de lancement, n'intervient généralement qu'après l'achèvement de l'étude de faisabilité. Donc on a étude de faisabilité, bien évidemment, après, donc, on va voir le lancement du projet. Les éléments typiques du lancement d'un projet sont les suivants. Alors, on a la description du produit alors du service, le plan stratégique de l'organisation, les informations historiques pertinentes concernant des projets similaires. Lancement du projet toujours. Donc, une fois que la définition du projet est achevée et le champ d'application identifié, l'étape suivante consiste à documenter et à faire approuver le champ d'application. On va passer dès à présent aux fameux ou alors aux outils et techniques qui sont utilisés généralement dans la gestion de projet lorsqu'on est à cette étape-là. Donc les outils et les techniques de lancement de projet peuvent prendre la forme de modèles de décision, tels que A, les méthodes de mesure des avantages. Par exemple, on a des modèles comparatifs, des modèles de notation, etc. En B, des méthodes d'optimisation sous contrainte, c'est des modèles de calcul mathématique. Et en C, on a le jugement d'expert. Résultat du lancement du projet. Donc on va passer à cette étape.
Les résultats du lancement d'un projet sont les suivants. La charte du projet, on peut les appeler les résultats ou alors les composants. Donc la charte du projet, la description du produit final, la liste des hypothèses et des contraintes, la désignation d'un chef de projet. On va passer dès à présent à la définition d'une charte de projet. On vient d'utiliser ce terme, donc un mot-clé, un autre terme clé, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, c'est un document, charte de projet, c'est un document qui reconnaît officiellement le projet. Quels sont les éléments qu'on trouve dans une charte de projet? On va trouver des références à d'autres documents pertinents. On va trouver l'énoncé du problème ou alors des besoins de l'entreprise, la description du projet à entreprendre, les objectifs du projet, les contraintes et hypothèses. Une charte de projet est un document qui reconnaît officiellement l'existence d'un projet et fournit un résumé des objectifs et de la gestion du projet. Cette charte de projet autorise le chef de projet à utiliser les ressources de l'entreprise pour mener à bien le projet. Quel est le contenu d'une charte de projet? Le contenu de cette fameuse charte de projet varie en fonction des besoins de chaque projet. Nous allons examiner les informations typiques qui figurent dans une charte de projet. On va trouver le titre du projet ainsi que sa date d'autorisation, la date de début du projet. On va aussi trouver d'autres informations sur le calendrier, des informations sur le budget, des informations concernant le chef de projet, à savoir son nom, prénom, coordonnées, etc. Les objectifs du projet. Ici, il s'agit d'une description des principaux objectifs du projet. L'approche qui va définir la manière dont les objectifs du projet sont ou alors seront atteints. On va aussi lister des hypothèses importantes et souvent des références à des documents connexes qui sont liés à notre projet. On va y trouver aussi les rôles ainsi que les responsabilités. On veut dire par là les noms, rôles, fonctions et coordonnées de toutes les personnes qui vont être donc en liaison avec le projet, leur signature. On va trouver aussi des commentaires. Ces commentaires vont permettre aux différentes parties prenantes de documenter les informations importantes qu'elles souhaitent ajouter. Alors, on vient de définir ce qu'est une charte de projet ainsi que ses éléments. Maintenant, on va lier, comme d'habitude, donc comme on a l'habitude de faire, on va lier donc la charte de projet et la gestion de projet. Donc, qu'est-ce qu'une charte de projet en gestion de projet? Une charte de projet est un document formel, comme on a expliqué, qui est généralement court. Il décrit votre projet dans son intégralité, y compris les objectifs, la manière dont il sera réalisé, ainsi que les parties prenantes. La charte de projet est un élément essentiel de la planification du projet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est utilisée tout au long du cycle de vie du projet. Exemple ici d'une charte de projet. Donc, on a une charte de projet d'une page avec les dépenses et les financements du projet. Donc, la description du projet, on a les dépenses, le funding, donc le financement, etc. Description, les différents investissements, si on a contracté des crédits ou pas pour faire le projet. Donc, les retombées financières du projet, donc les projections financières, c'est un autre élément qui peuvent figurer donc sur une charte de projet, etc. Donc, vous avez ici un très bon exemple de charte de projet. Planification du champ d'application. Donc,
projet initiation. Là, l'objectif, c'est d'engager l'organisation à entamer la phase suivante du projet, qui est la planification. Non, planification de la portée ou alors de l'étendue du projet. Ici, donc, il va s'agir de l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Définition de la portée, subdiviser les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Vérification de la portée, il s'agit de formaliser l'acceptation de la portée du projet. Contrôle de la modification de la portée, il va s'agir du contrôle des modifications apportées à la portée. Donc toujours en ce qui concerne la planification de la portée. Les intrants de cette étape, alors intrants en anglais, pour ceux qui sont familiers avec l'anglais, c'est inputs. Donc les efforts, l'investissement, l'argent, les ressources, etc. Donc les intrants, c'est-à-dire tout ce que l'on va investir dans le projet, qu'il soit financier ou pas. Donc les intrants de cette étape sont les résultats du processus de lancement du projet. Aussi, on va trouver la charte du projet, la description du produit, la liste des hypothèses et des contraintes, la désignation d'un chef. Ces éléments. Passons maintenant aux outils et techniques pour la planification de la portée. Donc, analyse du produit. Développer une meilleure compréhension du produit que vous souhaitez obtenir à la fin du projet. Cette analyse consiste à examiner les caractéristiques, les coûts, la disponibilité, la qualité, l'apparence ainsi que d'autres aspects du produit. Cette analyse de produit est effectuée par les acheteurs potentiels, possiblement aussi par les chefs de produit qui tentent eux-mêmes de comprendre les concurrents et par les évaluateurs tiers. Toujours en outils et techniques pour la planification de la portée ou alors l'étendue du projet. Elle peut également être, cette analyse peut être aussi utilisée dans le cadre de la conception du produit afin de convertir une description du produit de haut niveau en produit livrable et en exigence du projet. Cette analyse porte sur tous les faits relatifs au projet, à sa finalité, à son fonctionnement et à ses caractéristiques. On va trouver aussi identification des alternatives. Il s'agit de trouver d'autres moyens d'obtenir la solution, d'autres options, analyse des coûts ainsi que des avantages, estimation des coûts matériels et immatériels des différentes alternatives, le jugement d'expert qui va servir à évaluer toutes les données en notre possession. Alors, on va passer aux résultats de la planification de la portée. Deux principaux résultats. La déclaration sur le champ d'application ainsi que le plan de gestion du champ d'application. Premièrement, donc déclaration de la portée du projet. On va définir ce qu'est cette déclaration. La description narrative de la portée du projet, y compris les principaux produits livrables, les projets, les objectifs du projet, les hypothèses du projet, les contraintes ainsi qu'un énoncé des travaux qui fournit une base documentée pour la prise de décision future concernant le projet et pour confirmer ou développer une compréhension commune de la portée du projet parmi les parties prenantes. Gestion de la portée, il y aura toujours des changements dans un projet et des facteurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Comme précédemment donc expliqué, l'élément risque et inconnu est très élevé sur n'importe quel projet. Donc dans un monde où un secteur ou alors des secteurs dynamiques, le changement est inévitable. La gestion ou le contrôle des changements est une responsabilité importante du chef de projet. Vous devez impérativement contrôler les changements apportés au calendrier ainsi qu'à la portée du projet
et à leur impact sur les ressources. Donc, on a dit que ces changements qui vont impacter le projet, ils vont l'impacter sur peut-être le calendrier, il va impacter sur la portée du projet et sur les ressources. On doit absolument, nous, ou alors vous en tant que chef de projet, vous devez absolument contrôler et minimiser ces changements et leur impact sur votre projet. Donc, gestion de la portée, toujours. Donc, le scope creep, qui veut dire en français fluctuation de la portée. J'utilise le terme en anglais parce que c'est des termes génériques et vous les trouverez forcément tout le long de votre parcours, alors de votre cursus, si bien sûr vous choisissez de faire une option en gestion de projet ou alors de vous spécialiser là-dedans. Donc le scope creep ou alors fluctuation de la portée. Fluctuation veut dire changement bien sûr, hein. Et la tendance des exigences d'un projet à s'étendre au-delà de la déclaration et de la vérification initiale du champ d'application. Selon le Standish Group, il s'agit du troisième problème de projet le plus courant. Donc le problème de fluctuation de la portée, à savoir que le projet s'étende au-delà, beaucoup plus que la déclaration et vérification initiale du champ initial. C'est le troisième problème le plus répandu, le plus courant en gestion de projet. Quelles sont les limites ou les désavantages de ce modèle de... pardon, excusez-moi. Donc, on va continuer donc, concernant le scope creep. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez, pour éliminer cela, vous devez consacrer le temps nécessaire à la définition du champ d'application du projet. Vous devez vérifier le champ d'application avec les parties prenantes aussi. Alors, quels sont les résultats de la planification de la portée? Une déclaration sur le champ d'application comprend les éléments suivants: la justification du projet, le besoin de l'entreprise, le produit du projet, qui veut dire le produit que le projet est censé produire, les produits livrables du projet, on a une liste des sous-produits à chaque étape du cycle de vie du projet, les objectifs du projet, qui sont des critères quantifiables, qui doivent être remplis afin que le projet soit considéré comme réussi. Donc on va avoir coût, qualité, livraison au minimum. Dans de nombreuses entreprises, cela fait partie de la charte du projet. Tous ces éléments qu'on vient de citer, d'une manière générale, font partie d'une charte de projet. Un petit exemple, donc produit à livrer, jalons et tâches. Donc mot-clé ici, produit à livrer ou alors livrable, les jalons ainsi que les tâches. Exemple, dans le cas d'un projet de changement de marque, la phase d'initiation comprendra de nombreuses tâches, telles que des groupes de discussion pour recueillir des idées sur la nouvelle marque et des séances de brainstorming créatif. À la fin de la phase d'initiation, une étape marquera la volonté de l'équipe de passer à la phase de planification. Les produits livrables pour le projet de changement de marque pourraient inclure le guide de style PDF qui est mis à jour, ainsi que les fichiers de logo associés. L'achèvement de ces projets mérite d'être souligné et même célébré. C'est pourquoi le responsable marketing pourrait ajouter un jalon indiquant cette réalisation. Les produits livrables du projet. On a ici une liste des sous-produits à chaque étape du cycle de vie du produit. Alors, quels sont les jalons? Donc, les jalons coïncident souvent avec le début ou l'achèvement des phases du projet, tels que le lancement, la planification, l'exécution, ainsi que la clôture. Une phase de projet peut prendre
des semaines ou des mois pour être achevé, impliquant de multiples tâches et membres de l'équipe. Donc, on vient de décrire un jalon. Un jalon est aussi une coche à temps zéro d'un projet, d'un progrès majeur qu'il est important de reconnaître et dont il faut se rendre compte. Un produit livrable est un produit ou un résultat, tandis qu'un jalon est un moment dans le temps. Les produits livrables sont parfois la preuve de l'achèvement d'une étape. Résultat de la planification de la portée. Toujours donc, plan de gestion du champ d'application, partie du plan général du projet. Il décrit comment le champ d'application sera géré et comment les modifications du champ d'application seront intégrées dans le projet. Le but étant, donc on connaît l'objectif, eh bien, il peut être formel ou informel. La déclaration sur le champ d'application. Une fois la définition achevée et le champ d'application établi, il est nécessaire de documenter et d'approuver les paramètres du projet. Ce document servira de contrôle pendant toute la durée du projet. Une fois que le concept a été développé et approuvé, l'étape suivante consiste à mettre la viande sur l'os. C'est juste une expression. La définition du champ d'application implique la subdivision des produits à livrer en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Donc le but étant d'améliorer la précision, les contrôles et l'attribution des responsabilités. Donc ce que l'on veut dire par subdivision, eh bien, c'est que déjà on a donc un champ qui est déjà divisé, on va le subdiviser en de plus petits éléments. C'est comme si vous voulez, lorsqu'on a parlé du but et des objectifs. Donc le but, c'est ce qui est global, c'est ce qui est vision. On peut disséquer donc le grand but à travers de petits objectifs. Et de la même manière, donc on va subdiviser des produits à livrer en éléments plus petits. De cette façon-là, on va pouvoir les gérer plus facilement. Un autre avantage, c'est qu'on va améliorer la précision et ça sera plus facile à contrôler du moment où, au lieu de contrôler donc des segments qui sont qui sont qui ont un certain volume, eh bien on va analyser et contrôler des éléments qui sont beaucoup plus petits. Donc ça va nous faciliter la tâche. Autre avantage, c'est l'attribution des responsabilités, qui veut dire que on va pouvoir attribuer les responsabilités et les tâches donc à différents membres du personnel de l'équipe projet qui vont avoir comme objectif de traiter ou de travailler sur ces petites tâches. Comme on a dit, facile à gérer, facile à analyser, etc. Donc, les données d'entrée sont l'énoncé du champ d'application. Les résultats de la planification et les informations historiques sur les enseignements tirés. Donc là, on essaye donc d'expliquer, d'introduire les données d'entrée. Donc, toujours définition du champ d'application, on va parler dès à présent des outils et techniques. Donc, structure de répartition des tâches et la fameuse nomenclature, en d'autres termes, on l'appelle aussi SRT. On va donc introduire ce nouveau acronyme SRT. SRT, structure de répartition des tâches. Donc le S, structure, le R, répartition, le T, tâche. Donc structure de répartition des tâches. Vous allez trouver ce terme très présent en anglais, donc WBS, Work Breakdown Structure. Voilà. Donc, c'est quoi le SRT, structure de répartition des tâches? Eh bien,
ça va nous donner la décomposition du projet en un ensemble cohérent de tâches simultanées et spécifiques. En d'autres termes, on va prendre le projet global et on va le disséquer, on va le diviser en de petites tâches simultanées et spécifiques, qui va rendre notre travail plus simple comme on l'a précédemment expliqué. Il est aussi possible d'utiliser des modèles d'OTP. On va encore une fois introduire ce nouveau terme. OTP provenant de projets antérieurs. Donc le terme antérieur, c'est des projets qui ont déjà été faits. Donc SRT, l'utilisation de la structure de répartition du travail, donc, permet de structurer le projet en segments contrôlables. Un autre mot-clé, segment, donc partie, petite partie qui fait partie d'un processus ou alors d'un ensemble de tâches. L'utilisation de la structure de répartition du travail SRT permet à l'avantage de structurer le projet en segments contrôlables. Exemple ici d'un organigramme du projet illustré, Work Breakdown Structure. Donc, par exemple, vous allez voir comment euh, on peut structurer un projet. Vous avez ici, le projet c'est quoi, ou le sujet c'est une nouvelle agence commerciale. On va prendre donc l'objectif principal, global, qui est l'ouverture d'une nouvelle agence commerciale. On va prendre ce grand objectif et on va, le but, excusez-moi, on va donc le scinder en différents segments. Un, locaux, deux, équipes, les équipes qui vont travailler dessus. Les locaux, ça veut dire l'espace dans lequel on va proposer nos produits ou nos services. En trois, nous avons les équipements. Il va falloir équiper cet espace. Et quatre, le budget. Après, on va prendre par exemple les équipements et on va le disséquer en d'autres petits segments. Équipement de bureau et équipement informatique. En équipement de bureau, on va aussi le scinder en d'autres petites tâches ou alors petits segments. Concevoir l'aménagement intérieur, choisir du mobilier de bureau, commander les équipements et enfin mettre en place dans les locaux. Tout cela est un exemple donc d'un organigramme d'un projet illustré utilisant la structure WBS. D'une autre manière, on peut prendre n'importe quel autre exemple. Ceci n'étant qu'un exemple qui va donc vous éclairer, vous donner un aspect un peu visuel de la chose, à savoir comment faire un organigramme en utilisant la structure ou alors l'exemple de WBS. Alors, le voici ici avec ces mots-clés. Donc, même chose, organigramme du projet illustré, WBS. Donc, 1.0, on a le projet et le projet global en cours de développement. Comme on a dit, création d'une agence commerciale. Après 1.2, 1.3, 1.4, ce sont les livrables. Donc, ici, on va essayer de lier l'organigramme de projet illustré avec la gestion de projet. D'accord? Donc, le projet initial, c'est l'ouverture d'une agence commerciale. Ensuite, 1.2, 1.3 et 1.4, ça va être les livrables, qui sont des éléments majeurs du projet. Et on va prendre ces livrables, on va les scinder en d'autres sous-groupes, ou alors sous-tâches ou sous-segments. Vous allez avoir donc 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2. Ce sont les livrables partiels qui sont des livrables de soutien. C'est-à-dire que 1.2, 1.3 et 1.4, on va les disséquer, on va les dissocier ou on va les scinder en petits ou alors livrables partiels. Voilà. Donc en jaune, vous avez les livrables complets ou globaux, global. Et en bleu, vous allez avoir les livrables partiels. Et enfin,
ces mêmes livrables partiels, eux-mêmes peuvent être, encore une fois, divisés en d'autres sous-tâches. On va les appeler les lots de travail, qui sont des activités individuelles du projet. Donc, slide précédente, on a l'illustration de l'ouverture d'une agence commerciale avec ces différents euh, livrables et livrables partiels. Et même ces livrables partiels vont avoir aussi des activités individuelles. C'est-à-dire qu'on va aussi rediviser, subdiviser, c'est le mot-clé, subdiviser ces livrables partiels. Donc, un projet est divisé en livrables. Ce livrable peut être subdivisé en livrables partiels. Ces livrables partiels eux-mêmes peuvent être subdivisés en des activités individuelles de projet. Donc, cela est un exemple concernant comment faire un organigramme du projet illustré en utilisant la structure WBS, Work Breakdown Structure. Un exemple ici, donc celui de faire la fête. Imaginez que votre projet est en train de faire la fête. Donc c'est juste une illustration ici. Donc on sait qu'un projet n'est pas une personne, du coup euh, il faut pas prendre ça à la lettre. Juste un exemple. Donc imaginez que votre projet est en train de faire la fête. Le niveau supérieur consiste à organiser une fête. Ce projet peut se décomposer en plusieurs éléments ou sous-projets, y compris la préparation de la nourriture, du choix du lieu, les invitations, ou alors inviter les convives, etc. Prenons l'un de ces éléments. Par exemple, la préparation de la nourriture. Elle peut être décomposée en plusieurs tâches, dont la préparation d'un gâteau. La cuisson d'un gâteau peut se décomposer elle-même en plusieurs activités. Trouver des plats adaptés à la cuisson, mesurer les ingrédients, cuire au four, retirer le gâteau et le laisser refroidir sur le plan de travail ou alors à l'extérieur. Vous voyez ici qu'on a un exemple qui va nous aider en fait à illustrer euh, l'utilisation donc de l'organigramme avec la structure WBS. Quels sont ces avantages ou alors quels sont les avantages de cet organigramme technique, OTP ou alors WBS? Il définit et organise le travail requis selon certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Eh bien, ces conditions sont les suivantes. Donc, il définit et organise le travail requis s'il facilite l'élaboration rapide d'un calendrier, comment en attribuant des estimations d'efforts à des sections spécifiques de l'OTP. Il peut être utilisé aussi pour identifier les risques potentiels qui sont liés à l'étendue du projet si une branche n'est pas bien définie. Il permet entre autres de visualiser l'ensemble du champ d'application. Il peut être utilisé pour identifier les points de communication. Il peut aussi être utilisé pour montrer et attribuer les responsabilités ainsi que les obligations de rendre compte. Et il peut aussi montrer les points de contrôle et les jalons s'il permet d'estimer les coûts du projet. Donc vous voyez plein d'avantages qui sont liés à cet organigramme technique. Autre modèle, celui de la notation multipondérée. Donc, on a switché, ce n'est plus le OPT ou le WBS, mais c'est un autre modèle qu'on appelle le modèle de notation multipondérée. Donc, ses avantages sont les suivants. Ce modèle permet de s'assurer qu'aucun produit livrable important n'est oublié. Il peut aussi aider à l'affectation des ressources. Il fournit une approche éprouvée
et reproductible de la planification des projets. Il constitue un outil de réflexion et de collaboration au sein de l'équipe. Il permet l'implication de l'équipe et de faire en sorte qu'elle se sente investie dans la planification. Alors maintenant, c'est à vous, chers étudiants, vous avez l'occasion donc de participer un petit peu. Donc, on va essayer de faire ça lors de notre prochaine séance lundi prochain, donc en groupe, et à élaborer un OTP pour produire un travail de groupe pour le cours de gestion de projet. Supposons que le résultat soit un travail qui réponde aux exigences. On aura l'occasion d'en parler plus amplement lors de notre séance de ce lundi, donc lundi prochain. On va essayer de faire ça en groupe. Donc faites en sorte s'il vous plaît de lire le cours, de vous documenter et de venir avec une certaine compréhension, du moins de lire le cours et de son contenu, afin que l'on puisse ensemble euh, donc faire certaines activités de groupe euh, de façon à appliquer donc tout le nouveau savoir ou alors les nouveaux termes qu'on aura donc accumulés et compris. On va passer dès à présent à la nomenclature des matériaux. Qu'est-ce qu'est une nomenclature? Eh bien, une nomenclature est une documentation hiérarchique. Donc, c'est un document hiérarchique formel et complète des éléments spécifiques qui doivent être inclus dans un produit fini. Cette liste peut comprendre des composants, des ensembles ainsi que des sous-ensembles bien spécifiques. Les nomenclatures peuvent être rédigées au début d'un projet dans le cadre du processus d'estimation et de budgétisation et peuvent également être utilisées. Pourquoi? Pour déterminer le calendrier. Les nomenclatures sont utilisées dans de nombreux secteurs d'activité, évidemment. Donc, vous allez les trouver dans pratiquement tous les secteurs d'activité, toutes les industries, etc. Aux avantages de la nomenclature. Donc, une nomenclature précise sert de source unique de référence pour la production d'un produit ou d'un livrable fini. Sans cette nomenclature, vous vous exposez à de nombreux problèmes. Par exemple, vous allez vous exposer à des retards à cause d'un inventaire insuffisant. Vous allez aussi vous exposer possiblement au gaspillage de matériaux et à des résultats incohérents. Euh, on a schématisé ici donc les principaux avantages de la nomenclature. Vous avez transparence accrue, processus amélioré, estimation précise des coûts. Donc estimation précise des coûts, on va pouvoir faire des estimations plus ou moins correctes de nos coûts et moins de gaspillage. Donc on va avoir un système qui est lean. On va donc disséquer, expliquer ces avantages un par un. Premièrement, transparence accrue. Une nomenclature pose le cadre des exigences de projet à suivre pour que les équipes ainsi que les fournisseurs soient sur la même longueur d'onde. Donc le terme sur la même longueur d'onde, un autre mot-clé qui veut dire ils sont tous au courant de l'avancement des projets, quels sont les détails de la nomenclature, etc.
on va pas avoir un quelconque conflit en termes de communication ou alors de connaissance ou un quelconque souci. Cette nomenclature, autre avantage, elle contribue à assurer une cohérence et à simplifier des processus complexes tout au long du cycle de vie du projet. C'est-à-dire que la nomenclature aide aussi à nous donner une vision ou des explications plus simples lorsqu'il s'agit de processus qui sont complexes, avec plusieurs éléments. Autre avantage, estimation. Donc la nomenclature va nous donner des estimations précises des coûts liés aux livrables finaux. Très important. Les nomenclatures sont essentielles pour un calcul précis des coûts que les livrables vont engendrer. Grâce à une liste des matériaux et des coûts à jour, donc lorsque cette liste est mise à jour, eh bien, l'estimation du coût final du produit sera très facile. J'ai utilisé l'expression un jeu d'enfant. Tout comme le suivi de votre progression. Donc, deux éléments. L'estimation du coût final sera aisée et facile. Aussi, le suivi de votre progression va être aussi facile. Ce coût final dont on vient de parler va déterminer les marges, les bénéfices et même les taux d'imposition. Il est donc crucial, très important de ne pas dépasser le budget fixé. Le suivi des coûts est un excellent moyen de s'assurer que vos marges restent bénéficiaires et d'empêcher la dérive des objectifs. Dérive des objectifs veut dire donc on va non pas être concentré sur les objectifs qu'on s'est tracés, mais on va dériver, on va aller vers d'autres objectifs. Donc, c'était pas l'objectif au tout début du projet. Autre avantage, on va avoir des processus améliorés. Une nomenclature donne à votre équipe une structure propice à l'amélioration des processus. En y consignant les détails essentiels, vous serez susceptible de découvrir des informations qui contribueront à optimiser vos processus, ainsi qu'à augmenter l'efficacité de la rentabilité du projet. Deux éléments très importants. Optimisation des processus, efficacité et rentabilité du projet. Par exemple, vous pourriez repérer le meilleur moment pour réapprovisionner l'inventaire et empêcher des temps d'arrêt ou identifier des éléments qui pourraient orienter l'attribution des tâches à vos équipes. Autre avantage et non négligeable, moins de ressources gaspillées. Grâce à une nomenclature claire, vous saurez à l'avance de quels éléments vous avez besoin pour réaliser votre projet. Vous allez aussi être capable de savoir quand et en quelle quantité vous allez pouvoir utiliser ces éléments. Ces informations dont on vient de parler sont d'une importance capitale ou alors sont primordiales. Pourquoi? Parce que des matériaux ou des livrables manquants peuvent avoir donc, un impact négatif qui est de forcer l'arrêt de votre projet jusqu'à ce que vous les obteniez. On parle de ces matériaux et des livrables manquants. Quel est le résultat de ça? Eh bien, des échéances repoussées. Donc, on va dépasser les délais de livraison du projet ou alors des jalons. Et autre désavantage, une hausse des coûts opérationnels. C'est une mauvaise nouvelle pour notre projet, bien sûr. Dans le secteur de la production industrielle, une nomenclature détaillée a l'avantage également
de nous donner une meilleure gestion de notre inventaire. Pas excessivement, pas trop d'inventaire, pas trop de volume de produits par exemple, et pas un volume limité. Les équipes seront donc en mesure de prévoir ainsi que de commander les bonnes quantités pour chacune des pièces du produit final. Nous allons passer maintenant aux éléments indispensables d'une nomenclature. De quoi est composée une nomenclature? Une nomenclature vous aidera à obtenir tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Peu importe le type de projet. Fabrication d'un produit, planification de votre prochaine campagne commerciale, etc. Donc ces éléments clés d'une nomenclature, on les voit visuellement ici. On a les coordonnées du référent, les niveaux de nomenclature, les éléments requis, type d'approvisionnement, image et adresse URL, priorité, alternative potentielle et enfin niveau de révision. Premièrement, nous allons donc ces fameux éléments indispensables. On a les données présentes dans une nomenclature ne seront jamais les mêmes d'un projet à l'autre. Du moment où on a dit que chaque projet est unique. Mais vous retrouverez le plus souvent les éléments suivants. De quoi est fait une nomenclature? On va trouver les coordonnées du référent. En cas de question de la part d'un fournisseur ou d'un membre de l'équipe concernant la nomenclature, indiquer les coordonnées d'un référent pour une prise de contact rapide. On va aussi trouver les niveaux de nomenclature. Il s'agit du chiffre qui désigne la position de chaque pièce ou exigence dans les nomenclatures à plusieurs niveaux. Un produit fini se trouverait au niveau 1 de la nomenclature, et ainsi de suite. Éléments requis. Dressez une liste de tous les matériaux, composants ou pièces essentielles à l'achèvement de votre projet. Et ne soyez pas avare en détail. Vous pouvez ajouter les noms du produit, les numéros de pièces, les descriptions, la quantité, le coût à l'unité et le coût total de chacune. On a aussi, en tant qu'élément, le type d'approvisionnement. Définis si la pièce sera approvisionnée en interne ou alors par un partenaire ou une agence au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour les nomenclatures qui ne concernent pas une fabrication industrielle, les équipes responsables de la création de chaque livrable doivent figurer à cet effet. Image et adresse URL. Joignez des diagrammes, images ou des liens si besoin. Priorité. Dans tout projet, il existe deux types de livrables, les indispensables ainsi que les livrables complémentaires, dont la priorité est moindre. Indiquez clairement ce statut pour éviter une dérive des objectifs au cours de votre projet. Par exemple, il est judicieux d'identifier les composants dont les délais de production sont les plus longs ou la valeur monétaire la plus importante. Pourquoi? Eh bien, pour inciter votre équipe à y accorder une attention particulière. Alternative potentielle. Si les exigences sont flexibles concernant un composant ou alors une pièce, notez les options possibles au cas où l'élément choisi initialement serait indisponible. Niveau de révision. Cette valeur représente le nombre de fois où votre nomenclature a été revue et révisée. Grâce à elle, les parties prenantes pourront connaître l'étendue des modifications effectuées sur ces exigences en un clin d'œil. Le niveau de révision peut être indiqué dans l'entête de la nomenclature par un simple R1
R2, R3, R4, etc. Donc avec cela, nous aurons clôturé les éléments indispensables ou alors les principaux éléments qui forment une nomenclature d'une manière générale. On va passer aux sources et sollicitations de propositions de projet. Donc, exemple ici d'un document de nomenclature, comme on a expliqué. Donc, l'exemple ici, c'est celui de la nomenclature de mobilier. Mobilier, donc tout ce qui est meubles, tables, etc. On a le code de l'assemblage. Vous allez voir que c'est toujours le même code dans cet exemple. Description de l'assemblage, Furniture and Accessories, et vous allez voir famille. Donc famille ici, à chaque fois, le, le type de famille va changer selon le modèle. Famille et type. Donc là, on inclut les dimensions. Donc le type est le famille et type, voilà. Et type, on va parler exclusivement de dimension et image. Nomenclature, vous voyez bien que ça, donc ça nous donne un détail de certains produits que ce document illustre, comme vous le voyez ici. Vérification de la portée. Donc projet, initiation, engager l'organisation à entamer la phase suivante du projet. Planification de la portée. Elle va inclure l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui elle-même servira de base aux décisions futures concernant le projet. Définition de la portée. C'est quoi une portée? Eh bien, c'est la subdivision des principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer, comme on a expliqué. Vérification de la portée. Il s'agit de formaliser l'acceptation de la portée du projet. Et enfin, contrôle de la modification de la portée. Ici, ça concerne la formalisation d'acceptance de l'étendue du projet. Je sais que le terme ici, l'explication est en anglais, je vais la changer, mais ça veut dire exactement formaliser l'acceptation de l'étendue du projet. Toujours vérification de la portée, donc formalisation de l'acceptation par les parties prenantes. Donc pour vérifier la portée, on doit procéder à formaliser l'acceptation par qui? Par toutes les parties prenantes. Donc toutes les personnes et autres parties qui sont d'une manière ou d'une autre liées et ont un certain intérêt dans le projet. Aussi, la vérification de la portée nécessite les résultats des étapes précédentes de la gestion du champ d'application. Qui veut dire que pour vérifier la portée, il va falloir donc revoir tout ce qui a été fait au préalable, donc l'étape d'avant, afin de mieux gérer le champ d'application. Vous voyez bien que étendu ou alors portée, que ce sont des synonymes. En anglais, le mot c'est scope. On va passer dès à présent au contrôle des modifications de la portée. On a l'initiation du projet qui va inclure engager l'organisation à entamer la phase suivante du projet. Planification de la portée. Il s'agit de l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Donc ici, on parle de contrôler les modifications de la portée. Définition de la portée, toujours la même définition, à savoir subdiviser les principaux éléments livrables du projet en éléments plus petits et plus faciles à gérer. On va passer à la vérification de la portée
qui concerne formaliser l'acceptation de la portée du projet. Et enfin, on a contrôle de la modification de la portée il s'agit de contrôler les modifications apportées à la portée du projet. Donc, contrôler les modifications apportées à la portée du projet. Maintenant, on va parler des risques. On sait que le risque est un élément lié à chaque projet. Autre chose qu'on a appris, c'est que le risque fait partie intégrante de la vie et puis de chaque projet. Élément d'incertitude qui est lié à tout projet. On va essayer de parler de comment équilibrer le portefeuille en fonction des risques et des types de projets. Alors, cette partie-là qui est essayer d'équilibrer le portefeuille en fonction des risques et des types de projets est une partie très importante de la gestion de projet. Elle détermine et gère les changements qui surviennent. Normalement, une demande de modification est soumise au bureau de projet. Exercice ici pour mettre en application ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, exercice 1, citer quelques éléments d'un projet susceptibles d'être affectés par des modifications du champ d'application. Question numéro 2. Nommez et décrivez les deux éléments de la gestion du périmètre qui traitent du développement du concept. Question numéro 3. Nommez et décrivez les deux éléments qui traitent de la fourniture des détails. 4. Quel est l'outil le plus courant pour aider à définir les détails? Alors, l'exercice est un exercice que vous pouvez faire chez vous à la maison sans regarder la solution, mais j'ai décidé donc d'inclure la solution pour que vous ayez une idée un peu plus claire. Donc, retour sur la première question qui était de citer quelques éléments d'un projet qui pourraient être affectés par des modifications du champ d'application. Le calendrier, plus ou moins de travail. Quels sont ces éléments qui pourraient être impactés par les modifications du scope, du champ d'application? Ces éléments sont le calendrier, on veut dire par là, on peut avoir plus ou moins de travail, le coût, plus ou moins de ressources nécessaires et de modifications des spécifications, qualité. Les modifications peuvent être inacceptables pour le client. Les ressources humaines, plus ou moins de personnel. La gestion de la communication, on peut avoir besoin d'un système simple ou alors sophistiqué selon le projet, selon les attentes et les demandes du client. Et l'exposition au risque peut être fortement, augmenter ou alors diminuer. En deux, on a cité les deux éléments de la gestion du champ d'application qui, eux, concernent le développement du concept. Quels sont ces deux éléments? On a le lancement du projet, l'engagement de l'organisation à entamer la phase suivante du projet. On a aussi la planification du champ d'application, qui est l'élaboration d'une déclaration écrite sur le champ d'application qui servira de base aux décisions futures concernant le projet. Question numéro 3. Nommez les deux éléments qui vont donc gérer les détails. On a la définition de l'étendue, qui est de subdiviser les livrables de projet en de plus petits segments de livrables.
vérification de l'étendue, ça dépend de la formalisation d'acceptance de l'étendue du projet. Question numéro 4. Quel est l'outil le plus commun pour nous aider à définir les détails? Eh bien, c'est le OBT ou alors la Work Breakdown Structure, WBS. Donc, vous voyez bien que ces deux éléments sont en anglais. Je vais bien sûr les changer. Exercice numéro 2, pour mettre en application tout ce qu'on a appris aujourd'hui, chers étudiants. Imaginez que vous ayez un projet qui consiste à produire un travail de groupe pour la gestion de projet. Question, décrivez ce que contiendrait la charte de projet, y compris des références à d'autres documents pertinents, l'énoncé du problème ou alors des besoins de l'entreprise, description du projet à entreprendre, les objectifs du projet, les contraintes ainsi que les hypothèses. Il me reste à vous remercier, chers étudiants, donc pour votre attention, pour vos efforts très importants. J'espère que le Ramadan se passe bien pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'application, la plateforme Moodle de l'université. Vous pouvez même apporter des éclaircissements à vos amis et collègues étudiants. Donc, on est là pour partager du savoir. C'est un domaine qui ne cesse donc d'évoluer, celui de la gestion de projet. Il y a tout le temps des nouvelles techniques, des nouvelles visions. Euh, Vous allez avoir des gens qui vont écrire sur le sujet, des professionnels qui ont de l'expérience dans le domaine de la gestion de projet et qui vont apporter donc de nouvelles façons de faire, qui vont aussi critiquer parfois ou donner des limitations à certaines méthodes actuelles. Donc, on est toujours dans le développement, dans l'optimisation de tout ce qui concerne la gestion de projet, étant donné qu'on sait le monde d'aujourd'hui est dynamique, il change avec les nouvelles technologies, les besoins qui changent, les constants changements dans tout ce qui est micro et macroéconomie. Tout cela, donc, eh bien, implique que les techniques de gestion de projet s'améliorent et changent et sont de plus en plus, euh, euh, comment dire, elles sont améliorées, elles sont au bout du jour, modernes et elles sont actuelles. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt, chers étudiants.